Eureka, le regard sur la science en Alsace, Marie Joutil. Oui, bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette émission Eureka sur le thème éthique et Covid-19. Et cette fois-ci, nous parlerons des choix nécessaires et douloureux au risque du sacrifice. La pandémie au coronavirus, vous en avez fait l'expérience, a surpris le monde. Certes, on savait au moins théoriquement qu'un jour, une épidémie mondiale grave pourrait survenir et des plans sanitaires ont été élaborés pour cela je ne veux pas dire dans tous les pays, mais dans nombre de pays, dont la France, les États-Unis, etc. Pourtant, en situation, on n'a pas mis en place ces scénarios. On ne s'y était pas préparé sérieusement. On manquait de protection élémentaire, de masques, mais aussi de médicaments, de respirateurs et surtout d'humains, de professionnels formés. Des choix ont été nécessaires et difficiles, douloureux, au risque du sacrifice. Alors je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir sur ce thème Guy Freiss, réanimateur des HUS de Strasbourg, et Anne Dagnon, pédopsychiatre aussi au HUS de Strasbourg, pour parler de cette question des choix nécessaires et douloureux au risque du sacrifice. Parce que, Guy, c'est vrai, des choix ont été nécessaires, des choix difficiles, des choix douloureux, au risque du sacrifice, le sacrifice exigé au nom de la professionnalité. Le sacrifice consenti, le sacrifice des personnes, des libertés, des métiers, des pays, des pauvres, des jeunes, des personnes âgées, de l'économie, la vie sociale, publique, etc., etc. Mais aussi parfois sacrifice offert et certains en sont morts. On a eu beaucoup de soignants morts. Éthiquement, nous sommes là devant, je dirais, le meilleur et le moins bon. Mais commençons par le commencement. Guy Freiss, le confinement était-il un choix nécessaire? Était-ce un sacrifice? Je pense, quand on regarde un petit peu l'historique maintenant, qu'on a quand même un petit peu de recul, on voit qu'il y a à peu près 80 pays qui sont allés jusqu'à un confinement, on va dire dur, c'est-à-dire on ne laisse plus circuler les gens, on leur dit de rester à domicile. Et quand on regarde un petit peu la raison invoquée, c'est pratiquement tout le temps le problème de la submersion des hôpitaux. Les pays qui sont arrivés jusqu'au choix du confinement, c'est parce qu'ils avaient tous peur d'arriver à une surcharge des hôpitaux qui posait gros problèmes. C'est d'abord le problème du triage, qui est-ce qu'on va soigner, qui est-ce qu'on va pas soigner. Mais il faut aussi se dire derrière, c'est que d'autres activités qu'on fait tous les jours à l'hôpital auraient dû être arrêtées. Et puis, il y a la troisième raison, je dirais, c'est que même si on a les lits, il faut aussi le personnel pour faire tourner. Et je crois que le manque de ressources à un moment donné, se serait fait jour aussi dans ces pays-là. Et donc, pour toutes ces raisons, je pense que ces pays-là sont arrivés à la dernière solution possible pour ralentir la circulation du virus, c'est-à-dire le confinement. Mais c'est terrible quelque part ce que vous dites, parce que finalement, quand vous dites à cause de la saturation des hôpitaux, je fais court, et du manque de moyens, est-ce que c'est pour cette raison qu'il fallait confiner, ou est-ce qu'il fallait confiner à cause des personnes afin qu'elles n'attrapent pas le coronavirus? Je pense qu'on voit bien que les premières mesures les plus logiques, c'est isoler les gens qui sont malades. Voilà. Isoler les contacts. Une fois qu'on voit que ça n'aboutit pas à un résultat et que la progression des cas continue, il est bien clair qu'il faut aller plus loin. Et je pense que c'est peut-être là aussi le problème, c'est comment faire que l'isolement des personnes malades et l'isolement des contacts soit optimal. C'est la question qu'on peut se poser après, puisqu'on voit bien que 9 mois après, je pense que plus personne ne retournerait au confinement. Parce que je pense que pour éviter le confinement, il faut traiter le problème de l'isolement des malades, l'isolement des contacts de façon plus optimale. Ce qui, je pense,
a été un petit peu montré un petit peu partout, ça n'a pas été fait de façon optimale. Anne Dagnon, le confinement a été un sacrifice efficace ? Alors, je reprendrai quand même avant les deux hypothèses que vous donniez. Je pense que les deux sont vraies, c'est-à-dire que les moyens hospitaliers aient protégé les patients. Parce que pour que l'hôpital, les moyens sanitaires puissent faire face, il faut qu'il y ait pas trop de malades. Donc, il faut effectivement protéger les personnes contre le virus pour qu'effectivement, à ce moment-là, on puisse les soigner avec les moyens qu'on a. Je précise quand même que pendant la première période de la pandémie, on a été obligé de rajouter des moyens. On dit souvent l'hôpital n'a pas assez de moyens. C'est vrai, mais là, de toute façon, les possibilités étaient dépassées. Il fallait donc rajouter des moyens pour pouvoir faire face. Et donc la pandémie, le confinement était tout à fait important. Ce qui me paraît important aussi de dire, c'est que ça a permis... Alors, il faut aussi peut-être voir qu'est-ce qui s'est passé en France et que la situation n'a pas été uniforme. Autant actuellement, on voit que toutes les régions françaises sont finalement touchées de la même façon, même si l'Alsace est un petit peu en retard, mais ça y est, elle rentre, hélas, dans le même on a cas de peut-être figure. fait plus attention après la première. Peut-être. Mais là, la première période, c'était pas le cas. Oui. Là, le Grand Est et l'Alsace en particulier étaient particulièrement touchés. Absolument. Alors c'est vrai que le confinement a sûrement été extrêmement efficace pour ralentir la progression du virus, donc permettre de faire face à un afflux de patients dans le Grand Est, en tout cas à Strasbourg, c'est le cas. Dans d'autres régions françaises, peut-être qu'il était un tout petit peu excessif, mais parce qu'on pensait que, en fait, la pandémie allait arriver aussi dans les autres régions. Elle a été d'une importance moindre. Donc, je pense qu'il faut toujours resituer ça dans le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé et pas c'est bien, c'est pas bien, voilà, blanc-noir. Oui, parce que confiner, c'est quand même sacrifier, je reprends le verbe, des libertés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sacrifier Oui. Oui. Bon, je voudrais juste rajouter un petit mot, c'est qu'on a rajouté des moyens, clairement, mais pour soigner le Covid. Donc c'était au détriment d'autres soins qu'on ne pouvait plus apporter. On a mobilisé. Et on a sacrifié d'autres malades cancéreux, cardiaques, etc. Oui. Alors ça c'est vrai dans le public, mais c'est là aussi où la différence public-privé est importante et que dans une situation comme ça, il faut vraiment que les deux s'articulent pour que quand le public doit se spécialiser, par exemple pour le Covid, qu'il y ait un relais du côté du privé pour pouvoir répondre à toutes les demandes. Cette histoire de public-privé a été quand même aussi un dilemme extraordinaire et très complexe et difficile et douloureux aussi, parce que ici finalement il y a pu y avoir une collaboration absolument. Dans l'Est, Absolument. mais pas tellement ailleurs. Et donc, c'était extrêmement problématique et incompréhensible aussi, parce que quand on sacrifie des libertés, des patients qui sont atteints d'autres pathologies, etc., la non-collaboration entre les deux... Éthiquement, n'est pas recevable. Éthiquement, n'est pas recevable. Guy ? Oui, je pense clairement que là, il y a cette notion de sacrifice qui est vraiment importante. C'est quoi le sacrifice ? Alors, c'est difficile. Moi, je dirais que c'est renoncer à quelque chose à quoi on tient pour avoir un bien supérieur. Mais, alors, est-ce que l'échange en vaut la peine ? C'est aussi ça qui est un petit peu difficile à juger au départ. Donc, à quoi on va renoncer, qu'elle on tient pour quelque chose, je dirais, clairement, qui doit être supérieur. Mais je pense que, et c'est la situation un petit peu du Covid, est-ce que renoncer à la liberté, est-ce que renoncer à l'économie, est-ce que ça va nous faire effectivement gagner ce qu'on voulait gagner, c'est-à-dire la santé. Et je crois que là aussi, les choix qui ont été faits étaient douloureux parce que on ne pouvait pas préjuger que, je dirais, les sacrifices qu'on allait faire allaient effectivement aboutir finalement à ce qu'on
chercher à obtenir à tout prix, c'est-à-dire la santé pour un maximum de gens, et surtout pour les plus vulnérables, puisqu'on a bien vu que c'était eux qui étaient les plus touchés. Anne Dagnon, c'est quoi le sacrifice ? Alors, il me semble qu'il y a deux façons de l'entendre. Il y a « je me sacrifie » ou « je suis sacrifié ». Oui. Ce qui est peut-être pas tout à fait la même chose. Je me sacrifie, c'est une démarche que je fais. Effectivement, j'accepte de renoncer à ma liberté ou pour le bien commun, pour d'autres, pour quelque chose effectivement qui est supérieur. Je suis sacrifié, il y a une notion d'être utilisé finalement qui peut être qui peut être utilisé comme un objet, mais aussi de la même façon pour le bien commun. Mais il y a cette double démarche qui me paraît tout à fait essentielle à comprendre. Et c'est vrai que je me sacrifie, je suis consciente de quelque chose que j'abandonne pour le bien commun, par exemple, ma liberté de ne pas pouvoir sortir de chez moi pour pouvoir être sacrifié. Il y a cette notion que c'est quelque chose qui vous tombe dessus, qu'on ne comprend pas et qu'on va devenir une victime. Et donc, cette question-là, est-ce qu'elle est... Il me paraît vraiment important qu'elle soit approfondie, parce que se sentir victime, c'est finalement rentrer dans une problématique de plainte, de procédurière peut-être, que de décider soi-même, voilà, j'accepte ça, ou je vais aller travailler au risque peut-être d'être malade moi-même. Et je ne sais pas si on se sacrifie, là en tout cas dans la situation du Covid, les médecins ont décidé de donner leur vie. Non. Mais en même temps, quand on dit sacrifier, étymologiquement, le verbe est très intéressant. Oui. C'est faire sacré, sacrifier, facere, sacré. Donc, cette notion de sacré. Cette notion de sacré, mais quand finalement on fait sacré, c'est pour devenir une victime offerte. Et donc, quelque part, on risque la mort et on pourrait dire malgré tout qu'il y a effectivement l'offrande de quelque chose de soi, pas simplement le bien commun au sens où le plus grand pour juste préserver le bien commun, mais quelque part une vie qui est donnée en échange pour que d'autres vivent. Oui. Guy. Je vais rebondir sur ça parce que c'est très intéressant cette discussion. Je me sacrifie, ça veut aussi quelque part dire j'adhère au choix qui a été fait. Oui. Et je crois que c'est toute la problématique de l'acceptabilité des mesures qui sont prises. Et je suis sacrifié, pour moi, on n'est pas dans le sacrifice. Je suis pénalisé et je suis pas d'accord avec ce choix. Mais le terme qui est utilisé, et dire aujourd'hui on sacrifie la jeunesse, etc. Pour moi, c'est la jeunesse n'adhère pas. C'est pas la jeunesse ne fait pas. On voit bien qu'il y a des jeunes qui respectent tout à fait les règles. Il y en a d'autres qui effectivement se sentent là sacrifiés. Et là, je mets pas du tout. Pour moi, ça n'a pas du tout la même signification. C'est qu'ils n'ont pas adhéré à ce choix et ils considèrent que eux ont finalement rien à y gagner, eux ils ont que à y perdre. Alors que quand je me sacrifie, je sais que j'ai quelque chose à gagner derrière. Ouais, en somme, si je résume un peu notre débat, dans la Covid-19, on pourrait avoir deux types de populations. On ne va pas les mesurer, mais l'idée que l'une est sacrifiée sans y consentir réellement et sans comprendre toujours jusqu'au bout au nom de quelque chose difficilement tangible, sinon pour sauver quand même des vies, on va l'espérer. Mais il y en a une autre qui se sacrifie volontairement, qui consent à ce qui est fait, qui accepte finalement de courir le risque jusqu'à la mort. Et quelque part, après, se posent d'autres questions, parce que est-ce qu'on peut, dans un pays, donner sa vie, se risquer, alors que le pays ne s'est pas préparé à la pandémie et en ne donnant pas aux professionnels de la santé le moyen minimum pour se protéger de quelque chose dont on peut se protéger par des masques, par des tenues adéquates, par du gel, etc. Toutes choses qui manquaient à un moment donné. Alors peut-être cette discussion, on va la reprendre
dans un deuxième temps, on va faire une petite pause musicale, ça va nous aider. Alors, notre pause musicale, c'est un beau chant, Et demain, qui est une espèce de compilation d'un tas de personnes qui ont accepté de chanter ensemble autour de cette Covid-19. Il a fallu en arriver là pour nous rassembler, prendre conscience de l'importance de l'humanité. Ce combat, c'est le monde entier qui doit le mener, car y a pas de couleur, ni de religion pour être confiné. Il a fallu en arriver là pour les remercier, ces héros du quotidien qui sans compter sacrifient leur vie au nom de notre santé. Ces mêmes qui criaient dans la rue, venez nous aider. Et demain, on fera quoi? On recommencera, l'homme est comme ça. Mais demain, ce sera nous, les maîtres du jeu. Un point c'est tout. S'aimer encore, danser encore, sourire encore, s'embrasser plus fort, pleurer encore, souffrir encore, et tenir encore, et chanter plus fort. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, ça fait du bien. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Il a fallu en arriver là pour qu'on se parle, qu'on recommence à s'amuser avec dalle, pour qu'on s'appelle, qu'on se dise je t'aime, est-ce que t'as mal? Avec le temps, on retrouvera le temps et la morale. Et demain, on fera quoi? On recommence. Eureka, RCF Alsace. Et demain, on fera quoi? Demain, ça sera nous. Effectivement, se sacrifier sa liberté, sacrifier son travail, sacrifier des générations. Nous reprenons cette discussion parce qu'elle est effectivement une discussion complexe, difficile, avec des enjeux nombreux. Juste avant la pause, nous en étions arrivés à cette question, se sacrifier, alors que l'État n'a pas fait peut-être la part qui lui revenait pour protéger les professionnels de santé, pour leur donner, conformément à ses propres plans sanitaires, les ressources pour se protéger avec un masque, des tenues adéquates, du gel et même un certain nombre de médicaments. Est-ce que dans ces conditions, c'est acceptable? Parce que c'est un sacrifice alors que la sécurité sanitaire n'était pas assurée. Donc, est-ce qu'il y a ici pas à confronter la question de sacrifice au sens d'accepter un certain risque, mais un certain risque qui devrait être proportionnel? Je veux dire, il y a quand même le principe de proportionnalité en éthique est quand même extrêmement important. On parle de proportionnalité entre le risque et le bénéfice, c'est-à-dire la santé des personnes, la sécurité sanitaire. Guy Freys. Je pense que le personnel soignant, et c'est pas spécifique à la France, on l'a vu en Espagne aussi très très fort. Le personnel soignant, je pense, il n'a pas l'impression d'avoir fait un sacrifice. Mais il a quand même l'impression qu'il a été sacrifié. C'est pas la même chose parce que on l'a pas assez protégé. Or, je dirais, si maintenant on revient à la situation de la France, moi je suis étonné parce que dans le plan de pandémie 2011, on dit bien que une des choses prioritaires, c'est de protéger les soignants. Et on a quand même l'impression que là, il y a peut-être eu des failles. Puisque tout le personnel, surtout avec la montée en puissance de l'épidémie, tout le monde n'a pas été protégé de la même façon et au même moment. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu éviter ou qu'on devrait vraiment mieux gérer. Alors,
Encore une fois, c'est pas spécifique à la France. Non, c'est non, arrivé non. un petit peu partout, et c'est un petit peu surprenant qu'au niveau européen, par exemple, on n'ait pas pris les mêmes dispositions de protection et qu'on n'ait pas entrevu, alors que c'est anticipé pratiquement dans tous les plans de pandémie, que ça soit de l'OMS, du Conseil de l'Europe ou des différents pays. Anne. Alors, c'est vrai que les plans de prévention, ils existent. Ils existent dans le domaine infectieux par rapport aux risques infectieux, les nouvelles pandémies. Il existe aussi pour le risque nucléaire, pour le risque d'attaque terroriste et biologique. Bon, donc il existe. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été mis en œuvre? Et pire que ça, aux États-Unis, on l'a proposé à M. Trump et il a refusé de le mettre en place. Alors, donc il y a quand même eu des choses, j'ai envie de dire, on a quand même des scientifiques qui réfléchissent de manière posée, de façon neutre, j'ai envie de dire, en dehors de l'urgence, et après, on met pas en place, on ne se donne pas les moyens de prévenir, on a des masques qui sont périmés. Voilà. Alors c'est là où il faut finalement faire entrer un autre argument, c'est l'argument financier, c'est les choix qui vont être faits par rapport à qu'est-ce qui est urgent au moment même de financer. C'est vrai que l'hypothèse d'une nouvelle pandémie plane sur nous depuis longtemps. Bon. Mais elle n'était pas patente. Bon, par contre, le risque terroriste ou d'autres risques là sont tout à fait d'actualité. Donc probablement, je ne mets pas à la place des politiques parce que j'en serais bien incapable, mais qu'il y a des choix qui sont faits sur le plan économique, et que le problème là des moyens qui n'étaient pas suffisants, renvoie effectivement aux choix qui ont été faits pour l'hôpital, qui ont été des choix assez terribles de réduction des moyens, et qui font que quand il y a finalement un événement qui n'était pas prévu, là, ça marche plus du tout. Oui, Guy Fraisse. Bon, il y a aussi quand même l'historique. L'Europe s'attendait en 2009 à une grippe terrible qui n'a pas eu lieu. L'Asie était nettement mieux préparée, c'est là pour le Covid aussi, parce qu'ils ont eu une épidémie de SARS et ils ont eu une épidémie de MERS, ce qui fait que eux, ils avaient cette angoisse de la pandémie beaucoup plus forte et pas que, on va dire, pratique. Enfin, eux, ils avaient la pratique, mais pas la théorie. Que la France leur a livré des masques avant que la Chine arrive chez nous, parce qu'ils n'en avaient pas. Mais ils n'en avaient pas, mais justement, la France leur en a livré. Oui. Et je pense qu'on vivait sur cette idée que dit Guy, c'est-à-dire que finalement, les craintes qu'on a eues en 2009 se sont pas révélées exactes. Donc, voilà, on n'y a pas cru. Je pense qu'il y a aussi ça. Et on s'est dit, on arrivera à gérer. On y arrivera, c'est en Chine, c'est pas chez nous. Et puis quand c'est arrivé en Italie, là, on a commencé à penser que c'était différent. Alors, vous évoquez aussi tous les deux des choses qui sont importantes au niveau parce qu'on a sacrifié, des choses, des personnes, etc. Mais il y a aussi le sacrifice d'un certain nombre de professionnels, d'activités, une économie. Oui. Alors, je crois que ça, c'est quand même extrêmement important, sans parler des personnes qui vont maintenant expérimenter, entre guillemets, le vaccin dont on ne connaît pas tout à fait les effets secondaires. On demande des bénévoles, donc c'est vrai, mais là, on reste dans le domaine médical. Mais si on change de domaine et qu'on arrive, qu'on se met au niveau économique, il y a des sacrifices considérables que des pays comme la France ont fait. Et la France, ici, a fait des choix assez importants. Anne Dagnon. Alors, je suis un tout petit peu gênée quand on dit que ce sont des sacrifices. Par exemple, effectivement, avec le confinement, la plupart des gens ne pouvaient plus aller travailler normalement, donc l'économie était arrêtée ou en tout cas très, très, très bloquée. Il n'a pas été décidé de
sacrifier l'économie, c'est-à-dire de l'arrêter définitivement. Non. Il a été décidé de lui donner une place un petit peu différente pour permettre que la population survive et puisse reprendre. Donc On l'a mise en balance quand même. On l'a mise en balance. Avec le nombre de vies à sauver. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu Pour protéger les personnes. il y a une Mais gradation. aussi parce qu'on a donné priorité pour la première fois sans doute dans l'histoire à la santé plutôt qu'à l'économie. Oui, mais est-ce que ça, c'est un sacrifice de faire une priorisation à condition que ça soit temporaire? Enfin, moi, c'est une question que je pose, je ne sais pas, mais moi, ça me paraît sacrifice, il y a une notion de définitif, même si effectivement les conséquences sont majeures. On a bien vu que les pays qui le pouvaient ont accompagné le sacrifice de l'économie par du soutien. Oui. Et que les pays qui ne pouvaient pas, à un moment donné, ont arrêté les mesures restrictives et le confinement, puisque le sacrifice de l'économie, c'est-à-dire plus de travail du tout et pas de soutien, aboutissait à une situation encore plus grave que la circulation du Covid. Je donnerai l'Inde comme exemple, qui a arrêté le confinement, puisque les petits boulots disparaissaient et que les gens commençaient à mourir de faim, etc. Donc les pays riches, effectivement, ont pu effectivement, je vais dire... stopper un petit peu l'économie, mais au prix de soutien très très important. Voilà. Sinon, ça n'aurait pas été accepté. Absolument. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, je vous donne rendez-vous dans un mois sur le thème toujours éthique et Covid-19 et nous parlerons de la protection des personnes âgées, au fond l'autonomie confrontée à la bienveillance, une autonomie réduite parce que ces personnes aussi ont été confinées sans visite au nom de la bienveillance pour la personne âgée et sa famille. Confrontera fragilité, vulnérabilité, inégalité d'accès aux hôpitaux, peut-être sacrifier les personnes âgées pour les jeunes ou les jeunes pour les personnes âgées. À voir. À bientôt.